Au troisième jour de la visite d'État qu'il effectue en ce moment en Algérie, le président Ouattara a visité aujourd'hui plusieurs usines et entreprises dans la ville de Constantine. Hier, il a échangé avec le président de l'Assemblée populaire nationale et le premier ministre algérien. Plusieurs accords ont été signés. Ici à Abidjan, s'est ouverte aujourd'hui la 14e conférence parlementaire afro-arabe. Elle enregistre la participation de 53 pays et se penche sur le développement des échanges entre les pays arabes et africains en vue de promouvoir la paix et le développement durable. L'actualité, c'est aussi la présentation du rapport sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Les études économiques et financières menées par les services du Fonds monétaire international annoncent des perspectives de croissance à moyen terme favorables. Les précisions, évidemment, dans ce journal. Et puis, à l'étranger, Donald Trump est depuis hier le candidat probable du Parti républicain à l'élection présidentielle américaine de novembre, après sa victoire spectaculaire à la primaire de l'Indiana et l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, direction l'Algérie où se poursuit la visite d'État du président de la République. Depuis lundi, le séjour d'Alassane Ouattara sur le sol de la République démocratique et populaire est fait d'entretiens, de visites et de signatures d'accords de coopération. Aujourd'hui, plusieurs usines et entreprises dans la ville de Constantine ont été visitées. Hier, avant le tête-à-tête avec son homologue algérien, il a échangé avec le président de l'Assemblée populaire nationale, le premier ministre algérien. Plusieurs accords ont été signés dans la foulée. On fait le point avec notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. Deux personnalités algériennes reçues successivement par le président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi au deuxième jour de sa visite d'État, entamée le lundi 1er mai 2016 en Algérie. C'est le président du Parlement algérien qui le premier a échangé avec le chef de l'État ivoirien. L'entrevue a essentiellement porté sur les relations entre les deux pays. Les relations fraternelles et très proches entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie ne datent pas d'aujourd'hui. Mais on a parlé aussi du présent et de l'avenir, comment renforcer davantage la coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, comment vous trouvez les tribunes où on peut se concerter et surtout lorsqu'il s'agit de la diversification économique. Tout comme le président du Parlement algérien, le premier ministre d'Algérie a aussi échangé avec le président Alassane Ouattara. Également au menu de cette rencontre, l'excellence des relations bilatérales. Nous avons décidé avec M. le Président, entre le gouvernement algérien et le gouvernement de Côte d'Ivoire, de relancer les relations entre les deux pays, particulièrement dans le domaine économique. Par exemple, la commission mixte qui existe entre les deux pays ne s'est plus réunie depuis 1996. Il a été décidé aujourd'hui de la réunir avant la fin de cette année. Les deux personnalités algériennes reçues par le président de la République de Côte d'Ivoire se sont félicitées de cette visite d'État qu'il effectue dans leur pays à l'invitation du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Pour ces personnalités, c'est l'occasion que les deux pays doivent saisir en vue d'une impulsion nouvelle quant à la coopération entre les peuples algériens et ivoiriens. À la suite donc de ces différentes rencontres, 3 accords ont été signés. L'accord portant coopération agricole, le mémorandum d'entente au niveau de l'enseignement technique et de la formation et enfin le mémorandum de consultation politique. D'autres images du président de la République qui s'est rendu ce mercredi à Constantine, ville natale de la première dame Dominique Ouattara. Il y a visité plusieurs unités industrielles, notamment une entreprise spécialisée dans la fabrication de tracteurs agricoles et le groupe BFA, spécialisé dans la chocolaterie. Le président Alassane Ouattara, à cet effet, souhaitait que le groupe BFA vienne implanter une usine de transformation en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. J'ai fait 3 visites. La dernière est celle de cette usine pharmaceutique aux normes internationales. Vous savez, c'est un domaine qui demande beaucoup de précision, beaucoup de précautions. Et c'est impressionnant de voir toutes les dispositions qui sont prises. Je voudrais donc féliciter le directeur général, tous les employés et dire que je suis fortement impressionné. Comme d'ailleurs tout à l'heure la visite de la chocolaterie qui montre que la Côte d'Ivoire peut exporter des beurres de cacao. Également la visite de l'usine de tracteurs. Tout cela montre l'industrialisation de ce grand pays.
Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau le président Bouteflika pour l'audience qu'il m'a accordée. Vous l'avez vu, elle est du voyage de l'Algérie aux côtés du chef de l'État. Sur place à Alger, la première dame Dominique Ouattara a visité hier le musée des Beaux-Arts et le jardin d'essai dans la capitale algérienne. On retrouve notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Deux sites visités, deux symboles de grande portée. D'abord, le musée des Beaux-Arts d'Alger, sur une étendue de 4500 m². Accompagnée de la ministre algérienne de l'Éducation, Nouria Ben Gabrit, la première dame de Côte d'Ivoire s'est donné du plaisir à découvrir les merveilles de ce musée, avec notamment l'exposition en cours du peintre Agyaout concernant 56 tableaux. À côté de cela, il y a la collection permanente de moulages européens originaux des écoles françaises et allemandes du XIIe et XIIIe siècle, sans compter la création artistique des grands noms du XIXe siècle. Telle qu'elle a mentionné dans le livre d'or du musée des Beaux-Arts, la première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse de découvrir ses œuvres, selon elle, inestimables. J'ai été particulièrement heureuse de découvrir toutes les belles œuvres que regorge le musée des Beaux-Arts, et vraiment que de trésors et que de magnifiques œuvres qui sont répertoriées dans ces belles salles. Je voudrais féliciter d'ailleurs Madame la directrice du musée parce qu'elles sont particulièrement bien entretenues, sauvegardées. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai été particulièrement impressionnée. Une autre visite de la première dame de Côte d'Ivoire, même plaisir. Il s'agit du jardin d'essai. C'est la découverte par Dominique Ouattara des jardins français et anglais, du musée Faune et Flore, du jardin d'enfants, du centre d'exposition et du jardin zoologique, le tout bâti sur une superficie de 80 hectares. L'un des éléments impressionnants, c'est le grand arbre à lianes qui aurait servi de décor au tournage du célèbre film Tarzan avec l'acteur Johnny Weissmuller. Comme on le voit, la joie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été aussi grande que lors de sa première visite, c'est-à-dire le musée des Beaux-Arts. Cette visite officielle du couple présidentiel prend fin demain, jeudi. Retour ici à Abidjan où s'est ouverte aujourd'hui la 14e conférence parlementaire afro-arabe. Elle se tient au palais de l'Assemblée nationale au Plateau. La rencontre de haut niveau enregistre la participation de 53 pays et traite d'une question essentielle, le développement des échanges entre les pays arabes et africains en vue de promouvoir la paix et le développement durable. Le compte-rendu de Michel Digré. 10 présidents d'Assemblée nationale, 150 délégués issus de 53 pays sont à Abidjan pour jeter les bases d'une nouvelle coopération entre les parlements africains et arabes. Dès l'entame de son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, donne les enjeux de cette rencontre de haut niveau. La conférence parlementaire afro-arabe demeure, j'en suis personnellement convaincu, l'une des plus grandes opportunités qui s'offrent à nos deux régions pour faire face aux nombreux défis qu'engendre la crise économique mondiale et la menace sur la sécurité et la paix. Une union sacrée donc entre les parlements afro-arabes pour garantir le développement durable, mais surtout la paix, d'autant plus que la menace est commune et n'épargne aucun continent. Un ennemi commun à nos États se fait de plus en plus redoutable, que je nomme le terrorisme. Assurément, la 14e conférence parlementaire afro-arabe est une opportunité qui nous est offerte pour insister de plus belle sur ce point et réaffirmer dans le même temps notre indignation contre cette nébuleuse. Tous les intervenants ont souhaité des actions collectives et concertées pour venir à bout du terrorisme. La question devrait cristalliser les énergies au cours de ces 2 jours de conclave. L'actualité ce soir, c'est aussi la présentation du rapport sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne. Les études économiques et financières menées par les services du Fonds monétaire international annoncent des perspectives de croissance à moyen terme favorables. La cérémonie de restitution a été présidée par Daniel Kablan-Duncan. L'éclairage est signé Thomas Guessambi. Afrique subsaharienne, un changement de cap s'impose.
C'est le titre du rapport d'étude sur les perspectives économiques régionales mené par le Fonds monétaire international. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il est présenté, de quoi amener le chef du gouvernement ivoirien à saluer le choix porté sur la Côte d'Ivoire avant d'apprécier de telles rencontres. Je salue et remercie le Fonds monétaire international pour l'organisation de cette rencontre qui offre l'occasion aux acteurs économiques d'échanger autour des problématiques clés de nos économies. Je suis convaincu que les débats qui suivront les différentes présentations permettront d'approfondir cette analyse en vue de tirer le meilleur parti des perspectives qui se dégagent pour l'économie africaine au regard des énormes potentialités latentes de nos pays. Dans le rapport présenté par l'équipe de Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique du FMI, on en retient que l'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti. Mais comme à l'accoutumée, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. La croissance observée récemment en Afrique subsaharienne s'est arrêtée. Toutefois, les perspectives de croissance à moyen terme de la région demeurent favorables. Mais à condition qu'un changement de cap décisif soit fait dans bien de cas, telle la poursuite de réformes structurelles et sectorielles, la poursuite des réformes des finances publiques. Niali Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, a suivi avec beaucoup d'intérêt les analyses présentées. Il nous faut tirer les enseignements de ce rapport. Il nous faut créer les conditions d'une résilience économique, c'est-à-dire d'une capacité de l'économie à résister aux chocs exogènes. Et pour cela, la Côte d'Ivoire doit continuer de diversifier son économie, mais surtout la Côte d'Ivoire doit constituer une base industrielle en transformant localement davantage de matières premières et même en transformant localement d'autres produits. La présentation des perspectives économiques régionales fait partie des rendez-vous que le Fonds monétaire international a avec les gouvernements partenaires en marge de ses réunions annuelles et réunions du printemps pour parler d'économie et de finances. D'autres images du chef du gouvernement ivoirien qui a visité ce mercredi l'ESIE, l'école supérieure interafricaine d'électricité, célèbre dans les années 70-2000. L'établissement est aujourd'hui un peu moins connu pour ce qu'il abrite désormais. Dans ses locaux, le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire qui a valu le détour matinal du Premier ministre dans son agenda de ce mercredi 4 mai. On en vient au rapprochement entre l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et celui du Nigeria. Une délégation d'officiers du 38e cours supérieur de l'état-major des forces armées du Nigeria vient d'effectuer un voyage d'études ici à Abidjan, conduite par le vice-amiral Victor Adedipe, commandant second de cette école. Les militaires nigérians ont été reçus par Alain Richard Donvaï, ministre chargé de la Défense. Le récit d'Abou Sanogo. Ils sont 33 de 9 nationalités. Ces officiers stagiaires du 38e cours supérieur d'état-major des forces armées du Nigeria en voyage d'études en Côte d'Ivoire depuis le 24 avril dernier. En adéquation avec les thèmes de leur stage, plusieurs structures étatiques et autres infrastructures économiques ont été visitées par la délégation de 44 personnes au total et conduite par le vice-amiral Victor Adedipe, commandant second de cette école et pour qui le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Nous avons choisi la destination Côte d'Ivoire par rapport bien sûr à l'importance de ce pays au sein donc de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est un pays de renommée mondiale. Aujourd'hui, bien sûr, elle a traversé une crise post-électorale difficile, mais aujourd'hui, elle est une image au sein donc de l'Afrique. L'excellence de la coopération ivoiro-nigériane a été relevée par Alain Richard Donvaï qui a entretenu les membres de la délégation sur certaines questions, à savoir entre autres la loi de programmation militaire 2016-2020, la question du genre dans les armées et le renforcement des liens armées-nations à travers les actions civilo-militaires. Les stagiaires, eux, se disent satisfaits de leur séjour en Côte d'Ivoire. Il est bon de noter que la visite au ministre chargé de la Défense marque la fin de la mission en Côte d'Ivoire de la délégation venue du Nigeria. Et ce constat, fait par l'Association des raffineurs africains, l'ARA estime que plus de 60% des produits pétroliers de l'espace CEDEAO sont utilisés dans le secteur des transports.
Malheureusement, selon les experts de l'espace, la vétusté des véhicules et le taux de soufre élevé contenu dans le carburant contribuent à la pollution de l'air, donc impactent négativement la santé et l'environnement. Pour remédier donc à ce problème, la CEDEAO initie un projet visant à harmoniser les spécifications des carburants dans les différentes raffineries de l'espace communautaire. Un atelier a été organisé à cet effet ici, à Abidjan. Le résumé avec Francis Boifo. L'association des raffineurs africains, ARA, engagée dans la démarche qualité pour réduire les pollutions atmosphériques dues au carburant. Quand on regarde un peu les carburants qui sont commercialisés sur nos marchés en Afrique, nous sommes en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché américain ou sur le marché européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a sur ces marchés des diesels sans soufre, des essences sans benzène. Les raffineurs européens et américains ont investi des sommes colossales pour pouvoir retirer, disons, ces produits nocifs comme le soufre et le benzène du carburant. Et nous, notre plaidoyer en tant qu'ARA, qu'on nous donne le temps de nous adapter. Produire du carburant de qualité respectant les normes environnementales mondiales d'ici à 2020. C'est une exigence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La rencontre d'Abidjan vise à harmoniser les spécifications des carburants issus des raffineries africaines. Nous devons travailler avec l'ARA pour faire une étude, rapport qualité-prix et tout, considérer vraiment l'impact que ces spécifications auront sur le développement, parce que ces spécifications-là porteront aussi bien sur les véhicules à importer, sur le carburant à importer. Si les raffineries africaines parviennent à fournir du carburant de qualité, elles aideront à réduire le nombre de morts chaque année dû à la pollution urbaine à travers le monde. L'OMS avance le chiffre de 800 000 décès. RFI, Radio France Internationale et d'autres stations n'émettent pas depuis ce matin à Abidjan et environ. Et pour cause, le pylône métallique de Côte d'Ivoire Télécom s'est écroulé à Bobo derrière Rail. La cause principale serait la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Les dégâts sont énormes, ils sont évalués à plus de 500 millions de francs CFA, nous dit Adama Kone. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Bobo derrière Rail, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand c'est tombé, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA. La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des bancs de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône. Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela. Moi, les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. Et justement, suite à cette chute du pylône de Côte d'Ivoire Télécom qui cause l'interruption des programmes de plusieurs chaînes de radio, dont RFI, BBC et RJN, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a réagi. L'institution donne l'assurance que les opérateurs concernés qui ont la charge du maintien du site se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. Une image, celle de Traoré Moussa, le président réélu de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a été investi cet après-midi à la Maison de la Presse. Une investiture qui est le début d'un second mandat de 3 ans à la tête de l'Union. Pour l'occasion, Moussa Traoré, qui compte axer ces 3 prochaines années sur la restauration de la dignité du journaliste à travers l'application de la convention collective et d'autres actions sociales, a présenté son nouveau bureau. Il est fort de 24 membres. Notons que Moussa Traoré, président sortant, a été réélu au 9e congrès de l'organisation du 16 au 17 avril dernier. Dans un autre registre, la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, vient d'offrir un centre de santé intégré à la commune de Korogo. Il est installé au quartier Jean Delafosse. La cérémonie officielle de remise de clés a été marquée par la reconnaissance des autorités politiques et administratives locales. Le point avec Kader Sogodogo. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire,
vient d'offrir un centre de santé intégré au quartier Jean de la Fosse dans la commune de Korogo. Les clés de ce bâtiment flambant neuf ont été remises aux autorités administratives, politiques et sanitaires de Korogo. Isiaka Fofana, directeur général de la LONASI, inscrit cette action dans les œuvres sociales d'une société nationale citoyenne. La LONASI apporte sa modeste contribution à la prise en charge de cette demande sociale. Et cela conformément à la mission sociale que l'État de Côte d'Ivoire lui a assignée. Le premier magistrat de la commune de Korogo encourage cette structure qui accompagne l'État dans sa quête du bien-être social des Ivoiriens. Amadou Gonkoulibaly, pour sa part, a exhorté la population à fréquenter et à entretenir le centre de santé. Je voudrais, monsieur le directeur général, vous féliciter pour l'orientation que vous avez prise de faire de la LONASI une entreprise citoyenne qui accompagne l'État central, qui accompagne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre de son programme de gouvernement pour la Côte d'Ivoire. Chaque année, des maternités, des dispensaires, des écoles sont construits par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire au profit des populations. En politique, le secrétaire général de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est en tournée à l'intérieur du pays, au centre des échanges avec la base, le prochain référendum, le renouvellement des structures de base. C'est la ville de San Pedro qui vient d'accueillir le secrétaire général de la formation politique, le point de Thérèse Tapé-Yoboué. Les militants de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, sont en ordre de bataille à San Pedro. Ils l'ont dit à leur secrétaire général, Laurent Tchagba, en tournée dans la localité. Les échanges tenus au quartier Seweke ont porté sur le parti unifié, le référendum, les élections législatives et le renouvellement des sections. La sensibilisation que nous avons fait au niveau de nos militants nous fait dire que demain, l'UDPCI va participer significativement à relever les défis, à savoir, premièrement, le référendum, deuxièmement, les élections législatives, le parti unifié. Et pour cela, il faut que le parti qui est l'UDPCI soit suffisamment assis. Quant aux militants, ils ont promis de faire honneur à leur parti. Ils disent avoir compris les ordres. Pour les élections législatives, l'UDPCI aura son mot à dire dans la région de San Pedro, ont-ils promis. À l'étranger, on l'a appris ce soir, un accord sur la Syrie entre Washington et Moscou a été trouvé sur l'extension à Alep de la cessation des hostilités. Information confirmée par le département d'État américain. C'est le fruit de discussions entre l'Allemagne, la France, l'ONU et l'opposition syrienne qui ont discuté ce mercredi à Berlin avant la réunion du Conseil de sécurité à New York en vue d'établir des moyens de rétablir le cessez-le-feu à Alep où de violents combats se sont poursuivis pendant la nuit. Aux États-Unis, Donald Trump est depuis hier le candidat probable du Parti républicain à l'élection présidentielle américaine de novembre, après sa victoire spectaculaire à la primaire de l'Indiana et l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz, le compte-rendu de Gabriel Zani. Trump quasiment près du but. Il est en voie d'être le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre prochain. Une position assurée grâce à sa brillante victoire aux primaires de l'Indiana, mais aussi à l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Cette année a été incroyable. Je n'avais jamais vécu ça. Mais c'est une chose belle à contempler. Et nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous allons gagner en novembre. Plus tôt, son adversaire Ted Cruz avait annoncé publiquement son renoncement à la course pour l'investiture républicaine. Nous avons tout donné, mais les électeurs ont choisi une autre voie. Et c'est le cœur lourd, mais avec un optimisme sans limite pour l'avenir de notre pays que nous suspendons notre campagne. Donald Trump a obtenu 53% des voix des délégués républicains selon les résultats partiels. Loin des 1237 délégués requis pour l'investiture, mais il est sûr de les acquérir sans la concurrence de Ted Cruz lors des 9 primaires restantes. Du côté des démocrates, Hillary Clinton reste favorite pour l'investiture. Avant mardi, elle avait 2179 délégués contre 1400 pour son opposant Bernie Sanders, alors que la majorité requise est de 2383. Le match de la présidentielle se jouera probablement entre Hillary Clinton et Donald Trump en novembre prochain.
Le procureur général du Brésil a demandé hier à la Cour suprême d'ouvrir une enquête pour corruption présumée sur l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, 3 ministres de Dilma Rousseff et 27 autres hommes politiques. Cette requête vise à les inclure dans les principales investigations sur le scandale Petrobras, du nom de l'entreprise pétrolière contrôlée par l'État, pour association de malfaiteurs. Si c'est accepté, il y aura plus de 70 personnes impliquées dans ce procès, dont des personnalités du parti PMDB du vice-président Michel Temer. Après l'hypothèse de maquillage des comptes publics, Dilma Rousseff fait l'objet de nouvelles accusations. Retour sur l'affaire Petrobras au Brésil. Le procureur général ouvre une enquête sur la présidente pour obstruction à la justice. Rodrigo Jano a également demandé ce mardi l'ouverture par la Cour suprême d'une enquête pour corruption présumée. Sur la liste des personnes suspectées, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, 3 ministres de Dilma Rousseff et 27 autres personnalités politiques. En plus de ces personnes, Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, l'un des instigateurs de la procédure de destitution de la présidente. Si le Sénat le décide à une majorité simple, l'homme pourrait être écarté de son mandat la semaine prochaine. Une autre tête du parti centriste visé, le sénateur Yader Barbalo, proche du vice-président Michel Temer, censé remplacer Dilma Rousseff au cas où elle serait mise à l'écart provisoirement par le Sénat. Cette demande d'enquête intervient au lendemain de celle formulée à l'encontre d'Aécio Neves, chef de l'opposition, accusé d'avoir reçu des dessous de table, toujours dans le dossier Petrobras. On termine avec ce message du staff et des proches de l'artiste Dikaël Yadé qui informe la population ivoirienne que la dépouille de M. Lago Ibo Justin, alias Dikaël Yadé, artiste musicien décédé le 17 avril 2016 à Paris, arrive à Abidjan le jeudi 5 mai 2016, donc demain, à 18h15 par vol régulier d'Air France pour la famille biologique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongouran. Moi, je vous retrouve le week-end. Excellente soirée sur RTI 1.